Rétro 7. Rétro 7, c'est le condensé de l'actualité de la semaine. Trois projets de loi portant modification du code électoral, de la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales, ainsi que la loi fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation publique pacifique. Les 31 ans du soulèvement populaire du 5 octobre 1990, l'an 1 de l'entrée en fonction de Madame le Premier ministre, la situation actuelle de la COVID-19 au Togo sont quelques-uns des sujets qui feront l'objet du débat de ce matin. Autre événement à passer au crible au cours de cette émission, les Pandora Papers qui éclaboussent plusieurs dirigeants du monde. Le sommet Afrique-France de cette année dont sont tenus éloignés les chefs d'État et de gouvernement et les tensions entre la France et certains pays africains. Pour revenir sur ces événements qui ont marqué l'actualité cette semaine, Rétro 7 accueille deux journalistes, en l'occurrence Jacques Diakouti, directeur des programmes de Radio Évangile, consultant en communication, et Fabrice Pechiesi, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Libéral. Bonjour, chers confrères. Bonjour à toi et bonjour à tous les auditeurs. Avant d'entamer le débat de ce matin, Hervé Essay nous en plante le décor. Il nous remémore les faits marquants de l'actualité nationale de cette semaine qui s'achève au Togo. Les députés de la 6e législature ont approuvé ce jeudi 2 projets de loi soumis à leur appréciation. Il s'agit des projets de loi portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes et le projet de loi portant statut des magistrats. Ces nouvelles lois étendent les attributions de la Cour et fixent à 65 ans l'âge limite des magistrats. Christian Trémois, ministre des Droits de l'Homme. En adoptant ce jour la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes, ainsi que la loi organique portant statut des magistrats de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes, la double réforme permet de renforcer l'indépendance de la Cour, de conforter cette haute institution dans sa mission d'assistance, de conseil et de contrôle des comptes publics pour une gestion toujours plus vertueuse et une utilisation optimale des ressources de l'État. Cette réforme balise ainsi la voie pour le renouvellement du mandat des membres de la Cour des comptes. Ce mardi 5 octobre 2021 a marqué le 31e anniversaire du soulèvement du 5 octobre 1990 au Togo. Ce jour, des jeunes ont manifesté leur mécontentement à travers plusieurs artères de la ville de Lomé et exigé du pouvoir de feu général et Yadéman plus de liberté, de multipartisme, l'instauration de la démocratie. Écoutons Brigitte Kafé Adjamagbo Johnson et Jean-Pierre Fabre, respectivement secrétaire général de la Convention démocratique des peuples africains CDPA et président de l'Alliance nationale pour le changement ANC. 31 ans de lutte, c'est long. C'est long et ça peut être fatigant. Au début des années 90, on constate que le régime conservateur que nous combattons a résisté de diverses manières pour empêcher que nous installions véritablement la démocratie et l'état de droit au Togo. Les conditions de vie des Togolais telles qu'elles étaient au début des années 90, elles sont pires aujourd'hui. Les espoirs suscités par le 5 octobre n'ont pas été suivis d'effet. Nous, le 5 octobre, nous nous rappelons ce jour, parce que moi j'étais au tribunal le 21 septembre où le jugement de Logo, de Souvi et de Agbelengor avait lieu. On n'a pas fait grand-chose. On n'a pas bougé, malheureusement. Et des fois, le Togo est un cas spécifique. J'y crois toujours, par mon travail, par notre travail. J'y crois toujours. Mardi, toujours une vingtaine de jours après la nouvelle fermeture des lieux de culte, le directeur des cultes au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires et des leaders des confessions religieuses du Togo se sont retrouvés pour des échanges. On notait à cette rencontre la présence de la conférence des évêques du Togo, CET, le Conseil chrétien du Togo, l'Union musulmane du Togo, la FEMIT, le Comecto et également des fédérations du culte vaudou. Les participants ont fait le point de la pandémie à coronavirus, une occasion que les autorités religieuses ont saisie pour faire des propositions pour la réouverture des lieux de culte. Toujours sur la pandémie, la coordination nationale de la gestion de la riposte contre la COVID-19 a animé mercredi un point de presse. D'après le médecin colonel Djibril Mohamed, une légère décrue aurait été constatée dans les contaminations. Nous sentons que la pente est en train de descendre. La décrue des cas se confirme cette semaine encore
comme la semaine dernière, mais les cas restent toujours élevés dans certaines préfectures où nous devons faire attention, préfecture de Lac, préfecture de Vaud, Cloto, Bamono, Daï. Ce qui signifie que la pandémie n'est pas encore derrière nous. Le coup d'envoi des concours d'entrée à l'Institut national de formation agricole INFA de Tové a été donné mardi sur toute l'étendue du territoire. Au total, un peu plus de 700 candidats, dont 25% de filles, sont concernés. 65 places sont disponibles pour les 2 prochaines années, à raison de 30 pour le cycle du baccalauréat professionnel agricole CBPA et 35 pour le cycle de licence professionnelle agricole CLPA. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Majesté Iou Ateba, il faut former suffisamment les jeunes pour qu'ils soient de véritables acteurs compétents, ce qui permettra aussi d'augmenter les rendements dans le secteur agricole. 5 octobre 1990, 5 octobre 2021, il y a 31 ans, le pouvoir de feu général Gnassingbé Adema a été confronté à un soulèvement populaire, un soulèvement inédit pour le régime d'alors. Un soulèvement que beaucoup considèrent comme le point de départ de la lutte pour la démocratie et l'état de droit au Togo. À votre avis, chers confrères, quels sont les éléments qui ont conduit à cette déflagration qui était arrivée comme un coup de tonnerre dans un ciel serein et qui avait surpris le pouvoir? Et pas Fabrice Pekizi. Oui, c'est vrai que quand on prend l'ensemble des pays africains francophones, dans les années 90, il y a eu un élément important quand on parle du discours de la Baule et puis bien avant ça, la chute du mur de Berlin. On a senti qu'il y avait un vent nouveau qui allait souffler, ce qu'on a qualifié de vent de l'Est. Et ce vent a soufflé et j'avoue que pratiquement tous les pays francophones, surtout en Afrique subsaharienne, ont connu quand même des mouvements. Et le Togo fait partie de ces pays-là, peut-être qui sont rentrés un peu plus tardivement dans la danse, puisque au Bénin à côté, il y avait déjà quand même eu le régime de Kérékou qui avait vacillé quand même par rapport à ces nouveaux éléments-là dont il fallait tenir compte désormais. Et donc le 5 octobre, particulièrement pour le cas du Togo, je crois que c'est cette volonté de parvenir à un changement. Donc il fallait un élément déclencheur et je crois qu'on a profité en tout cas de cette histoire de procès contre les jeunes qui distribuaient les tracts. Je me dis que c'est le prétexte ou bien c'est le combustible déclencheur de la flamme qu'on a eu par après. Sinon, les gens ont préparé le 5 octobre dans les coulisses. Il y avait déjà dans les années 87, il y avait déjà dans les maquis des partis comme la CDPA. Il y avait des acteurs comme les défenseurs des droits de l'homme quand même, qui étaient dans une logique d'amener une sorte de réflexion. Même l'État togolais, le gouvernement togolais lui-même comprenait que les choses prenaient une autre allure. Et vous allez vous rappeler cette volonté de créer la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH en 1987, dirigée pour la première fois par Maître Yaovi Agboibo. Mais il y avait dans la conscience des Togolais que quelque chose allait bouger. Mais le 5 octobre en lui-même, aujourd'hui, on peut, peut-être si je n'exagère pas, dire que c'est un peu le 14 juillet des Français, parlant de la Révolution française. Puisque quoi qu'on dise aujourd'hui, 5 octobre, comme je l'ai dit, même si ça a été préparé, il y avait des esprits qui étaient quand même préparés à des changements, a permis d'ouvrir d'autres horizons pour le Togo. J'étais encore jeune élève et je sais que quand j'ai commencé l'école, il y avait un hymne qu'on nous faisait chanter. Oui. Il y avait une devise, même les programmes scolaires. Et à partir du 5 octobre et ce qui a suivi, beaucoup de choses ont changé. Il y a des éléments concrets quand même qui nous font penser que quelque chose a pu changer. Et je crois que jusqu'aujourd'hui, je ne vais pas parler du futur. Je ne pense pas qu'il y ait un événement sociopolitique qui ait marqué la vie de la nation togolaise que l'événement du 5 octobre 1990. Oui, et Jacques, voilà, à votre avis, quels sont les éléments déclencheurs de ce soulèvement populaire? Vous savez, les compatriotes, les Togolais avaient besoin de la liberté, surtout la liberté d'expression, la liberté d'association, liberté de mouvement. Et je crois que tout ça l'a réuni, a fait que le procès contre Logo Dossouvy et Abelinko a déclenché effectivement ce mouvement-là.
Il fallait voir ce qui s'est passé le jour-là. En ce moment, j'avais 18 ans. Je n'étais pas un enfant. Je crois qu'on a assisté parce qu'on était des fois dans le quartier Baie. Tout partait par là. Les mouvements partaient toujours au niveau de Baie pour se retrouver au palais de justice. On avait vu combien de fois les gens étaient acharnés à avoir cette liberté, surtout pour que les deux concitoyens soient libérés. Et vous savez, dans le temps, c'était l'actuel ministre de la Justice, Pius Agbetomé. C'est lui qui présidait effectivement à ce jugement. Et entre-temps, on avait vu comment il avait effectivement également la main lourde pour pouvoir prononcer le verdict de ces jeunes-là. À un moment donné, comme Fabrice le disait tout à l'heure, nous avons vu dans la salle comment les jeunes ont entonné l'hymne national, qui a pris effectivement, c'était vraiment émouvant de voir les gens chanter à cœur joie l'hymne national, la terre de nos aïeux. Et cela était entre-temps supprimé. Supprimé, justement. Donc il fallait voir le jour-là dans la salle, et les vieux, les vieilles, les jeunes, tout le monde était content et à pouvoir entonner l'hymne la terre de nos aïeux. Et finalement également, les gens scandaient à haute voix également la devise également du Togo. Vraiment, c'était émouvant de pouvoir vivre ces moments-là. On sentait que les gens voulaient effectivement la liberté. Les gens voulaient qu'on puisse ouvrir l'espace de liberté à cette jeunesse, l'espace de liberté à ces populations. Et finalement, nous avons vu ce qui s'est passé. Mais il faut reconnaître que on n'a pas su pérenniser les acquis effectivement de ce 5 octobre. Oui, c'est ça seulement qu'il faut déplorer. Justement, vous avez écouté il y a un instant la secrétaire générale de la CDPA, Brigitte Kafui Adjamago Johnson, et le président national de l'Alliance nationale pour le changement, Jean-Pierre Favre, s'exprimer sur l'impact de ce soulèvement sur la vie sociopolitique du Togo et ce qui reste des acquis de cet événement. Alors, approuvez-vous l'idée que le Togo a perdu les acquis obtenus grâce à ce soulèvement relativement au processus de démocratisation du Togo? Est-ce que tout est à refaire comme certains l'affirment, Jacques? Je ne crois pas qu'on a beaucoup perdu. On a quand même gagné parce que la preuve, nous sommes ici actuellement en train d'animer les débats. Avant 90, ce n'était pas du tout possible. Aujourd'hui, nous avons une floraison des radios, des télévisions et de la presse écrite. Il faut reconnaître que quand même c'est les acquis. L'autre acquis également, vous voyez la plupart du nombre de partis politiques que nous avons aujourd'hui au Togo. Et je crois que là où nous avons régressé un peu, c'est que nous n'avons pas su pérenniser ces acquis. Pérenniser ces acquis par rapport aux querelles internes que nous avons constaté au niveau de certains leaders et certains partis politiques. Les gens n'ont pas voulu du tout jouer le franc jeu. Et ceux qui étaient opposants hier au régime, on a senti que finalement, ils ont déjà senti. Et finalement, certains sont allés au gouvernement, on les a taxés. Et finalement, c'était vraiment tout un désordre au niveau effectivement de l'ensemble de la classe politique. Mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue. Nous avons quand même les acquis, mais il faut reconnaître que nous avons également régressé. Et c'est le lieu d'inviter effectivement cette classe politique-là à avoir effectivement un plan commun, à organiser ce que nous appelons les états généraux des partis politiques au Togo, pour voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Vous voulez dire les états généraux des partis de l'opposition? Il faut le faire. Voilà. Il faut organiser les états généraux. Il faut organiser ces états généraux pour voir les acquis du 5 octobre. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux nouvelles donnes auxquelles nous assistons aujourd'hui. Parce que quand vous prenez même le parti politique et le parti au pouvoir, autant pour moi, il y a également des mutations au niveau de ce parti au pouvoir. L'ancien parti n'existe plus. C'est un nouveau parti aujourd'hui qui est au pouvoir. Donc c'est pour vous dire que même l'ancien parti au pouvoir a effectué une mutation. Ce parti a vu que, attention, les acquis lourds de l'ancien parti, il fallait effectivement les abandonner pour pouvoir également voir loin et prendre d'autres nouvelles élans. Et c'est ce qu'ils ont fait. Moi, je crois qu'au niveau de l'opposition également, il faut réfléchir pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut laisser et qu'est-ce qu'il faut organiser pour le futur. Au fait, c'est ça. Et vous allez voir que le nouveau parti actuellement, qui est le parti UNID qui est au pouvoir, vous allez voir que la plupart de ceux qui composent aujourd'hui ce parti, certains se retrouvaient dans l'opposition. Aujourd'hui, ils sont au niveau effectivement du parti au pouvoir. C'est pour vous dire que, entre-temps,
les gens se sont dit attention, il faut évoluer. Et les gens ont évolué en allant vers le nouveau parti UNIR. Donc il faudrait aujourd'hui que l'opposition se remette également en cause et se dire attention, il faut que nous aussi nous puissions opérer des mutations. Oui, Fabrice, voilà. Vous, est-ce que tout est à refaire comme certains le disent, ou bien bon, il y a eu des acquis, certains sont préservés, mais on a perdu un peu de terrain. Est-ce qu'on peut... Non, je crois que le 5 octobre, dès la base, c'était pour des questions de liberté. Et c'est vrai que la question que vous me posez quand vous la renvoyez dans les camps des hommes politiques, ils ont eu une autre réponse parce qu'ils avaient un autre agenda. Oui, aujourd'hui, on a quand même sur le terrain, on ne peut pas dire que la liberté est totale. C'est un perpétuel combat pour les libertés. Et chaque jour que Dieu fait, il faut en gagner plus parce que si vous n'évoluez pas, vous pouvez reculer à tout moment. Et donc sur ce point, je dis oui, il y a les libertés, mais il faut encore en conquérir. C'est pas encore nous ne sommes pas encore au bout du rouleau. Mais non. Qu'on dise que tout est à refaire, parfois, comme je le dis, les hommes politiques situent juste la chose sur le fait que peut-être certains avaient des envies de prendre... Il n'y a pas eu l'alternance politique. Il n'y a pas eu l'alternance politique. Certains avaient des envies de prendre le pouvoir et ils n'ont pas pu le prendre. Ils pensent que c'est un échec le 5 octobre. Non, pour moi, le 5 octobre, ce n'est pas un échec, mais le combat continue toujours pour plus de liberté dans le pays. Mais non, en ce qui concerne l'alternance au sommet de l'État, c'est vrai que du point de vue naturel, celui qui était là n'est plus pour cause de décès, quelqu'un d'autre a pris le pouvoir. Et comme le disait tout à l'heure mon confrère, aujourd'hui, quand vous prenez la configuration du parti au pouvoir, il ne ressemble pas tellement à celui qu'on avait connu, notamment le Rassemblement du peuple togolais. Il y a eu des mercatos politiques où certains du pouvoir sont revenus du côté de l'opposition. Aujourd'hui, quand vous prenez des gens comme les Aguayo Kodjo et autres, c'était eux qui ont fait la pluie et le beau temps au sein du Rassemblement du peuple togolais, mais c'est aujourd'hui eux qui sont adulés du côté de l'opposition. Au même moment, vous prenez certains leaders charismatiques des années 90 qui ont incarné l'opposition, qui à un moment donné ont travaillé avec ce pouvoir. Je veux citer Feu Edem, Kodjo, Aguibo et bien d'autres. Donc à un moment donné, il y a eu cela. Mais en ce qui concerne le combat pour l'opposition, pour parvenir à l'alternance, je crois qu'aujourd'hui, s'il faut faire le bilan pour dire qui a pu faire quoi, il faut dire qu'à un moment donné, le pouvoir, l'opposition l'a eu. Il l'a eu pour un temps. Peut-être que ça n'a pas duré. Quand vous prenez le premier gouvernement de transition au lendemain de la conférence nationale, je vous assure que ce gouvernement-là, et Ademan inaugurait que le chrysanthème, il n'avait pas vraiment une mainmise. Mais comment est-ce que ça a été géré? Peut-être que le problème du Togo, c'est de n'avoir pas eu peut-être un seul leader. Mais ça n'a pas duré, c'est juste quelques mois seulement. Oui, justement. C'est un peu avant pour que l'armée entre en jeu, les gens ont prêté le flanc. Vous avez vu, je crois que Kofigo a fait quand même une sortie remarquable avant même qu'il passe derrière le rideau, comment la transition a été gérée au moment où il a été mis par la conférence nationale et certains leaders de l'opposition passaient derrière lui pour aller négocier autre chose. Ça, c'est des éléments qu'on a sous la main. Et donc, à un moment donné, je crois que le problème du Togo par rapport à l'opposition, c'est de n'avoir pas eu peut-être un leader charismatique de l'opposition derrière qui tout le monde devait s'aligner. Agbouibo avait lancé les choses. Je crois que grâce à lui... Mais à un moment donné, Gilles-Christ Olympio incarnait ce leader-là. Justement, moi je crois que Gilles-Christ Olympio n'a jamais incarné cela. Parce que quand vous prenez le processus démocratique, Agbouibo était beaucoup plus à l'avant-garde de la lutte. Au début. Oui, au début, c'est lui qui a permis. Mais lorsque il y a eu cette histoire d'amnistie et les gens sont revenus de l'exil, c'est eux qui sont venus foutre tout le bordel et finalement, on ne se retrouvait plus. Et après, beaucoup sont repartis. Et à un moment donné, oui, Gilles-Christ Olympio, on avait toujours le souvenir de son père. Mais je crois que quelqu'un comme Agbouibo, eu égard à la stratégie qu'il a utilisée jusqu'à obtenir la question des droits de l'homme, le multipartisme et tout cela, la conférence nationale, et que les autres viennent foutre tout en l'air, je crois que quelque part, il s'est passé quelque chose là-bas. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas, l'opposition ne peut pas rester dans son coin et dire que c'est parce que les militaires sont entrés en jeu. On a vu des militaires témoigner dans la conférence nationale et autres. Mais je crois que quelque part, il faut qu'ils reconnaissent qu'ils ont mal géré la chose à leur niveau et bon, le général a rebondi. Voilà. On a failli assister le 19 août 2017 à des événements semblables
au soulèvement du 5 octobre, mais finalement, et pour faire court, la situation est aujourd'hui sous contrôle. Alors, pouvons-nous pour autant dire que le Togo est aujourd'hui à l'abri de la répétition d'un tel événement et que doivent faire les gouvernants pour éviter au pays d'être de nouveau secoué par des manifestations de cette nature? Oui. Non, je crois que les manifestations, il y en aura toujours. Quand je parlais de la Révolution française... Je veux dire les soulèvements avec... oui, les soulèvements. Cette nature, là, il y a eu les événements de, je crois, 68 en France, sous le général de Gaulle également, qui ont marqué la France. Après, il y a quelques années, on parlait de la question des gilets jaunes, qui n'était pas également... Vous savez que les gouvernants ne souhaitent pas avoir ces événements-là à gérer. Oui, c'est pour cela que je dis, ce n'est pas parce qu'il y a eu le 5 octobre qu'on va dire que, bon, rideau sur tout ce qu'il y aura comme manifestation. Au Togo, il y en a eu. Je dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cette colère, l'explosion de colère qu'on a vécue le 5 octobre? Oui, mais dans nos pays, c'est clair. Je crois que généralement, les ingrédients qui appellent à la colère, c'est la misère. Et quand il y a de la misère, de l'injustice, ça c'est des ingrédients qui sont rassemblés pour provoquer une certaine colère. Et généralement c'est une colère populaire qui n'est pas à l'initiative forcément d'un parti politique ou d'un mouvement d'association. Et généralement c'est des colères spontanées. Et les colères spontanées, elles ne respectent pas le cadre réglementaire, mais c'est des colères qui peuvent toujours exister. Et c'est pour cela qu'il faut à un moment donné semer beaucoup de réformes. Et quand vous semez les réformes, et à un moment donné, certains problèmes en amont sont réglés, vous pouvez éviter ces colères populaires-là. Mais quand tous les ingrédients sont rassemblés, la misère, l'injustice, l'inégalité et tout cela, et quand ça existe, attendez-vous à ce qu'à un moment donné, il y ait une certaine révolte. Oui, Jacques. Non, je crois que, vous savez, on n'est pas totalement à l'abri de ces contestations encore. Et ce qu'il faut faire aujourd'hui, et puis vous voyez ce qui se passe dans le monde entier par rapport aux révolutions, surtout avec la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes, il faut reconnaître, c'est un maillon qui est tellement éveillé, surtout avec aujourd'hui les réseaux sociaux qui essaient de les mobiliser. Et l'histoire aujourd'hui se lit sur les réseaux sociaux. L'histoire se conçoit également sur ces réseaux sociaux. Les contestations également, c'est sur ces réseaux sociaux. Dans le temps, il n'y avait pas ça. Mais aujourd'hui, vous voyez que pour que les jeunes puissent se retrouver en un temps record, c'est très facile. Il suffit seulement de passer par WhatsApp ou bien Facebook. Et puis, vous allez voir que tout de suite, les rassemblements se font. Aujourd'hui, il faudrait que nos gouvernants puissent réfléchir à cette jeunesse. Comment mettre effectivement cette jeunesse-là? Comment créer les emplois à cette jeunesse? Parce que quand vous prenez par exemple notre pays, le Togo, chaque année, il y a des bacheliers qu'on déverse à l'université de Lomé, l'université de Kara, également les universités privées dans le pays. Et quand ces bacheliers-là sortent aujourd'hui, quelle alternative pour ces bacheliers? Quelle alternative pour ces jeunes-là? Je crois qu'il faudrait aujourd'hui qu'on puisse penser comment créer des emplois. Parce que quand il y a emploi, il n'y a pas contestation. Quand il y a contestation, c'est parce que les gens n'ont pas d'emploi. Les gens ne sont pas libres. Les gens ne mangent pas leur faim. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut penser comment effectivement libérer l'énergie au niveau de cette jeunesse-là en créant les emplois, en créant également les espaces de liberté, en créant également des conditions de gouvernance dans les pays. Donc je crois que c'est ça. Aujourd'hui, aucun pays ne pourra vous dire que ce pays-là est à l'abri d'un mouvement. Ce pays est à l'abri d'un sursaut. Donc, nous avons vu ce qui se passe aujourd'hui dans la sous-région. Le cas du Mali n'était pas encore fini et nous sommes rentrés dans le cas également de la Guinée-Conakry. Donc, c'est pour vous dire que quelque part, aujourd'hui, les gouvernants ont intérêt aujourd'hui à écouter effectivement le peuple. Écouter le peuple dans le sens d'ouvrir les espaces pour ce peuple-là. Aujourd'hui, aucun peuple ne voudrait également qu'on puisse l'opprimer. Aujourd'hui, aucun peuple ne voudrait également qu'on puisse s'accaparer effectivement de ces richesses. Donc, il faut partager. Donc, je crois qu'il faudrait aujourd'hui qu'il y ait une synergie au niveau de ceux qui nous gouvernent et qu'ils se disent aujourd'hui, avec cette jeunesse que nous avons, et quand vous prenez la plupart de la population togolaise, les enfants, c'est entre souvent 12-18 ans. Et puis, aujourd'hui, vous avez des jeunes, à 16 ans, ils ont déjà leur bac. Donc, c'est pour vous dire, il est important aujourd'hui que l'État puisse se pencher sérieusement
sur l'emploi, la création effectivement de ces emplois-là par rapport à cette jeunesse-là que nous avons. Oui. C'est vrai que certains vous diront que, notre génération, c'est une génération sacrifiée, mais la génération qui nous suit, attention, ça ne sera plus également une génération sacrifiée. Ça, c'est une génération où les gens, les enfants, seront obligés de se révolter. Et lorsque ces enfants-là se révoltent, comment vous pourrez les contenir? Donc, il faudrait maintenant commencer par réfléchir. C'est pourquoi j'ai apprécié ce que... C'est vrai que les gens se moquent de Macron par rapport à ce qu'il a fait hier, mais il faudrait que ces genres de choses-là, qu'on puisse les pérenniser dans les pays. Organiser ce genre de débat-là avec la jeunesse pour que les jeunes puissent s'exprimer. Qu'est-ce que vous attendez de vos dirigeants? Qu'est-ce que vous voulez de votre pays? Qu'est-ce que vous attendez du futur? Donc je crois que c'est vrai que le Togo, on avait entre-temps annoncé ça, je crois que c'est en 2018, où le chef de l'État avait dit entre-temps qu'il va rencontrer effectivement les jeunes, mais cela n'a pas eu lieu. Moi je crois que c'est des choses qu'il faut organiser pour que la parole soit libérée au sein de cette jeunesse et que cette jeunesse-là puisse donner les orientations et des pistes pour le développement du pays. Oui, tout à l'heure, Fabrice, vous disiez que, si je résume ce que vous avez dit, les problèmes sociaux peuvent conduire à une colère, à une explosion de colère. Et justement, le président a parlé de mandat social. Et est-ce qu'on peut dire que ce mandat social-là, franchement, tourne à plein régime et à même de régler les problèmes sociaux auxquels les Togolais font face aujourd'hui? Non, je crois que les problèmes ne sont pas réglés totalement, mais on ne peut pas non plus dire que rien n'est fait. Alors, quand on prend le social aujourd'hui, on vous brandira beaucoup d'éléments quand même, mais qui ne satisfont pas encore l'ensemble des Togolais. Je crois que c'est un peu ça le problème. Mais l'essentiel est de commencer et d'accélérer. Et je ne vais pas citer, et quand vous prenez la question de l'assurance maladie, qui n'est pas encore démocratique totalement au Togo, ça ne concerne que les fonctionnaires et puis la gratuité de la scolarité, ce n'est pas également tous les Togolais, c'est pour ceux qui ont la chance d'avoir les enfants dans le public, les questions de césarienne, ça fait partie des éléments, mais j'avoue que le chantier est très grand. Aujourd'hui, Faure a en face de lui qu'une seule opposition, c'est les problèmes sociaux. Il n'y a plus de partis politiques, ce n'est plus une question de partis politiques ou je ne sais pas, d'associations de la société civile, mais c'est les problèmes qui sont là au quotidien auxquels il fait face et qu'il va falloir régler pour essayer de soulager un peu la souffrance de beaucoup de Togolais, malgré ce qui est déjà fait. Je crois qu'on a accumulé. Vous voyez aujourd'hui, quand vous prenez le système éducatif togolais, il y a quand même des réformes qui sont faites, mais qui ne plaisent pas aux gens, mais qui forcément dans les années à venir, les gens trouveront qu'il fallait commencer un jour. Et donc, je me dis qu'il y a un certain nombre d'années, si des choses avaient commencé à certains niveaux, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Malgré la volonté du gouvernement, il faut dire que la tâche reste encore très grande pour régler tous les problèmes sociaux. Oui, le sentiment d'injustice aussi, très souvent aussi, est un élément qui aboutit à des soulèvements de cette nature. Et le président de la Cour suprême, c'est ça, avait commencé à en parler. Sur ce terrain-là, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'accélérer pour éviter que les gens n'aient pas ce sentiment d'injustice? Justement, vous vous rappelez du discours même du chef de l'État, je crois que c'était en 2017, où il disait que le goulot d'étranglement de notre pays, c'est le problème foncier. Hein, c'est le problème également foncier qui constitue également un problème dans ce pays. Et ça continue jusqu'à ce que le président de la Cour suprême ne sorte également pour mettre en garde les magistrats, mettre en garde également ces huissiers qui créent des problèmes à nos populations. Il n'y a pas ce jour dans notre pays où on ne soulève pas toujours le problème du foncier. Et qui dit problème du foncier parle de soulèvement, et parle également d'attaque, et parle également de meurtre. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui, c'est vrai, quand vous allez dans certains quartiers aujourd'hui, on vous dit que tout ce quartier-là appartient à un individu. Le plus récent, qu'on ne peut pas oublier, c'est le problème de Guamakopé, où un individu, il y avait également la question de Baguida, où une dame s'est levée, elle a dit que tout Baguida appartient à ses parents. Et vous voyez ce que cela avait également donné. Donc je crois qu'il est important aujourd'hui que la réforme au niveau du foncier dont on nous a parlé, il faut accélérer effectivement cette réforme-là. Si on n'accélère pas cette réforme au niveau effectivement du foncier, ça risque également de s'éclater.
Parce que vous ne pouvez pas acheter aujourd'hui un terrain dans notre pays, faire un titre foncier et dire que vous êtes en sécurité. Vous n'êtes pas encore en sécurité parce que du moment où vous construisez, un individu peut se lever encore, faire le même titre foncier sur le même terrain que vous avez. Donc c'est pour vous dire que quelque part, on n'est pas encore sorti de l'abri effectivement du foncier. Mais je crois que ça a commencé avec la sortie du président de la Cour suprême. Il faudrait aujourd'hui qu'on puisse dénoncer, parce qu'il les connaît, il faut les dénoncer. Hein? Il faut sanctionner. Donc je crois que si les sanctions commencent par tomber par rapport au foncier, les gens vont s'arrêter. Et l'autre aspect, Agbo, vous allez dans certains quartiers, vous allez dans certains peut-être villes de notre pays, vous allez voir un individu seul qui a plus de 50 hectares clôturés, mais il n'y a personne. Alors qu'à côté, les paysans sont là, ils ont besoin peut-être de l'eau pour cultiver, mais ils n'en trouvent pas. Donc je crois que c'est des choses également qu'il faut faire. C'est vrai qu'il est demandé aujourd'hui aux gens de déclarer leurs biens. Nous verrons si les gens vont le faire, mais même pas seulement au niveau des membres du gouvernement, mais il y a des individus également qui ont effectivement ces biens. Donc je crois qu'il faudrait également reformer effectivement ce secteur-là pour permettre également à nos compatriotes d'avoir ne serait-ce qu'un lopin également pour pouvoir habiter. Le sentiment d'injustice, ce n'est pas seulement le dysfonctionnement de la justice. Vous avez tout à l'heure parlé des richesses du pays. Il faut que ce soit équitablement distribué. Il faut que les gens se sentent concernés, afin que les gens aient le sentiment qu'on s'occupe d'eux, n'est-ce pas, Fabrice Mpekezi? Oui, c'est une réalité. Quand vous prenez aujourd'hui quand même, il y a un écart abyssal entre ce qu'on appelle généralement les minorités et la grande masse. Certains ont tout, d'autres n'ont rien. Ça, c'est une réalité. Ça fait partie des éléments qui peuvent... il faut essayer plus ou moins d'équilibrer, de donner la chance à tous les Togolais et à tous les niveaux. Et donc, je crois que c'est des éléments comme ça qui peuvent régler cette question d'injustice, c'est-à-dire favoriser la compétence, par exemple, sans tenir compte des origines des uns et des autres. Je crois que c'est des éléments de frustration qui peuvent entraîner également ce sentiment d'injustice qui peut embraser un pays un jour. Mais je crois quand même que des efforts sont faits. Ça va prendre du temps, mais il faut que ça aille vite. Tout à l'heure, mon confrère parlait de la justice. Je crois que c'est un autre élément, puisque généralement dans un pays, la justice est là pour les pauvres. Quand vous avez vous n'avez pas de muscles, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez que la justice qui puisse dire que bon... Pour vous protéger. Et quand à un moment donné, vous avez l'impression que cette justice-là ne vous protège pas, les gens ne font plus confiance à la justice, c'est qu'on rentre dans un cycle de règlement de comptes. Et c'est ça qui peut entraîner parfois des violences. Et le problème foncier, vous convenez avec... Aujourd'hui, on ne se bat pas pour les femmes. Comme par le passé, une femme pouvait à elle seule créer une guerre entre deux tribus. Mais aujourd'hui, la question de la terre, c'est un élément important qui fait que pratiquement dans toutes les préfectures du Togo, il y a des litiges fonciers. Et à un niveau à la base, même dans les familles, c'est ça qui oppose les gens qui ne s'adressent pas à la parole. Et je crois que c'est un volcan qui est dormant. Et il faudra tout faire pour qu'il n'entre pas en éruption un jour. Un autre anniversaire a été commémoré dans la discrétion cette semaine. 5 octobre 2020, 5 octobre 2021, cela fait un an que Mme Victoire Tomenga Dogbe a pris fonction en qualité de Premier ministre. Une première dans l'histoire du Togo. Primature, la 1 pour l'équipe Dogbe. Des bons qualitatifs à l'actif de la Premier ministre. Tel est le titre que le confrère, le journal du Togo, propose à ses lecteurs. Même si c'est trop tôt pour faire un bilan de l'action de Madame le Premier ministre, peut-on dire que le casting chef de l'État a été bon? Est-il sur la bonne voie, Jacques? Est-elle sur la bonne voie? Il faut reconnaître que Madame Dogbe et son équipe ont hérité, on peut dire, d'une crise sanitaire. Ce n'était pas du tout facile de pouvoir s'organiser et de gérer le pays. Parce que le problème du coronavirus, c'est un problème mondial qui a secoué un peu les pays sur le plan économique. On a vu que la plupart des projets qui avaient été annoncés à l'entame de ce gouvernement, finalement, d'autres ont été réalisés, d'autres attendent encore parce que sur les moyens financiers, c'est un peu difficile.
Vous avez parlé de la gratuité de l'école, cela a été fait. On a parlé également des cantines scolaires pour les enfants, cela également a été fait. L'histoire également parlant de l'assurance maladie, ils sont également en train. Mais il faut reconnaître qu'il y a des défis. Il y a beaucoup de défis également à relever. Surtout, on parlait tout à l'heure du défi de l'emploi pour les jeunes. Le défi également de l'éducation. C'est également un autre défi à ce niveau. C'est vrai que le professeur Kokoroko est en train de faire des efforts au niveau de l'éducation, mais cela reste encore beaucoup à faire. Parce que quand vous prenez le cas des bâtiments que nous avons aujourd'hui au niveau de nos villes, de nos villages, pour que nos enfants puissent habiter à l'école, ça reste beaucoup à désirer. Il faut reconnaître que c'est un grand trou, le grand trou financier que Covid a créé, mais il faudrait qu'on aille pas à pas. C'est vrai que le gouvernement de Mme Dogbe, ils ont su également au niveau du coronavirus circoncire un peu les actions. On nous avait parlé de la gratuité, une partie des factures d'électricité et d'eau. Cela a été également fait. Il reste maintenant, comme je le disais tout à l'heure, l'ensemble au niveau de la santé. C'est au niveau de la santé qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Parce qu'on nous avait entre-temps annoncé les scanners au niveau des hôpitaux, mais jusqu'à présent, on ne voit pas ces scanners-là venir. Donc je crois que le vrai problème maintenant que Mme Dogbe et son gouvernement doivent relever, c'est le problème de la santé au Togo. Les Togolais ont besoin, quand ils sont malades, qu'ils puissent trouver des hôpitaux dignes de ce nom. Il y a eu le programme Wezou. Oui, ça c'est la gratuité au niveau effectivement des femmes enceintes. Mais ce que nous disons, il faut équiper les hôpitaux. Oui. On ne peut pas comprendre que notre pays est un grand pays comme ça, qu'on puisse se mettre tous les jours à crier sur les médias qu'il faut équiper les hôpitaux de scanners, équiper même les hôpitaux. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui que ce défi-là également soit... Je crois que Mme Dogbe, comme l'a dit mon confrère, en tout cas bénéficie d'une circonstance atténuante liée à la crise de la pandémie, au coronavirus et tout cela. C'est-à-dire que le chef de l'État a été élu sur la base d'un programme. Les élections ont eu lieu en février. Nul ne comptait avec cette crise sanitaire. Aujourd'hui, tout est chamboulé et tous les efforts sont concentrés au niveau de la santé. Et donc, ça va être un peu difficile. Vous voyez, on évolue d'état d'urgence en état d'urgence et ça continue. Ça va être un peu difficile. Mais ce n'est pas bon pour les affaires. Ce n'est pas bon pour les affaires. Le climat n'est pas favorable pour les affaires et l'État concentre ses efforts sur cette maladie. Et donc, ça va être aujourd'hui difficile quand même de dresser un bilan de Mme Dogbe, peut-être en les comparant à ses prédécesseurs. C'est vrai qu'à son niveau, elle a eu la chance de bénéficier quand même d'une circonstance où il y avait une certaine accalmie politique, contrairement au passé. Mais tout ça là est lié également à la crise sanitaire. Ça ne veut pas dire que les problèmes politiques sont résolus à 100%. Il y en a encore, même si ils se sont retrouvés pour plancher quand même sur les niveaux de disposition dont vous venez de parler. Ça va être vraiment difficile d'établir un bilan de Mme Dogbe. Mais je crois qu'aujourd'hui, là où on l'attend, c'est la stratégie pour lutter contre cette pandémie. Et je crois qu'après 2 ou 3 ans, on ne parlera encore que de ça. Et ça nous suivra même dans les 5 ans, dans plusieurs années, au cours de plusieurs années. Et la crise et ses impacts, on va traîner ça sur plusieurs d'années. Et donc, je ne vais pas vraiment m'aventurer à faire un bilan, puisque le bilan suppose les promesses qui ont été faites et qu'est-ce qui a été réalisé. Et on comprend aisément qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas être réalisées pour la raison qu'on connaît. Ouais. Le 5 octobre a décidément du succès, puisque c'est la journée mondiale des enseignants. Alors pour vous, Jacques, quelle est l'importance des enseignants dans nos communautés, C'est à cause des enseignants, c'est grâce à eux que nous sommes ici, nous sommes en train de parler le français. Donc je crois qu'il faut quand même les féliciter. Nous tous dans nos villages, on a eu à le faire. Vous savez, dès que vous êtes au lycée, vous enseignez vos frères qui sont au primaire. Moi, je l'ai exercé pendant au moins 5 ans avec les enfants du village. C'est des choses quand même très intéressantes lorsque vous êtes devant les enfants, que vous les enseignez.
Et au niveau également des parents, les parents sont également contents. Et vous savez, dans le temps, on ne vous paye pas quand vous enseignez. Surtout le privilège que vous avez, soit c'est les bols de maïs ou bien les pintades qu'on vous donne. Donc je crois que c'est vraiment une bonne expérience de pratiquer cela. Et félicitations effectivement à ces enseignants. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont également des revendications de gauche à droite. Il faudrait que le gouvernement puisse se pencher sérieusement. Aujourd'hui, les enseignants volontaires, c'est ça. Donc je crois qu'il faudrait que, à travers le ministre de la fonction publique, puisse effectivement se pencher sur le problème de ces enseignants volontaires. Et l'autre aspect avec les enseignants de confession également des écoles, il faut également voir leur situation également. Donc, je crois que dans l'ensemble, félicitons quand même les enseignants. Ce n'est pas du tout facile d'avoir un nombre pléthorique dans les classes, essayer de corriger les copies, les cahiers de ces enfants. Ce n'est pas du tout facile. Donc je crois que félicitations à ces enseignants, qu'ils continuent toujours par donner le meilleur d'eux-mêmes en aidant nos enfants dans leur formation, dans leurs éducations, parce que ce qu'ils font aujourd'hui, tous ces ministres, tous ces présidents que nous avons aujourd'hui, ils sont passés entre leurs mains. Ils devaient être fiers, il faut qu'on puisse quand même penser également à eux. Voilà. Je ne sais pas si Fabrice a un mot sur les enseignants, le rôle qu'ils jouent au sein de nos communautés. Non, ils jouent un rôle très important. Je crois qu'aujourd'hui, si je ne me trompe, la plus grosse part du budget de l'État revient à l'enseignement et ensuite la santé. Et donc, les enseignants, ils sont là pour former l'élite de demain. Et il faut dire que c'est un métier quand même où ceux qui l'exercent ont croisé un certain nombre de problèmes. L'État a fait des efforts pour en régler, il y en a toujours. Et aujourd'hui, je crois que le niveau de notre société dépendra de l'enseignement qu'on donnera à nos enfants. Ça, c'est clair. Et c'est pour cela qu'il faudra... vous allez vous rendre aujourd'hui que malgré les milliers de concours qu'on organise pour recruter des enseignants, il y a toujours un besoin sur le terrain, au point où on est toujours obligé de faire avec les enseignants volontaires. Vous allez vous rendre compte également que l'État aujourd'hui est dans l'incapacité d'absorber tous les élèves, ce qui donne lieu à la création des écoles privées où parfois les frais de scolarité ne sont pas toujours ceux qu'on aurait espéré, mais on comprend qu'on est dans le privé. Donc aujourd'hui, la question des enseignants, je crois que leur rôle n'est plus à démontrer et il faudra tout simplement attacher une importance à ce métier-là parce que il est un peu ingrat, ce qui fait que beaucoup de jeunes parfois aujourd'hui rentrent dans l'enseignement faute d'avoir mieux trouvé, ce qui n'est pas bien, parce que ça doit être une profession ou une vocation. Et quand ce n'est pas une vocation, le résultat n'est pas celui qu'on peut espérer. Et donc je crois qu'il faudra créer des conditions pour quand même... on sait qu'il est ingrat le métier. Les conditions pour les attirer, et les garder. Et les garder, attirer les gens et les garder. Et pour qu'on puisse avoir des enseignants très expérimentés qui puissent quand même impacter le niveau de nos élèves. Eh bien, nous allons passer à autre chose. Les propositions issues de la concertation nationale entre acteurs politiques CNAP sur les manifestations publiques, le code électoral ainsi que sur la décentralisation et les libertés locales ont été votées le 1er octobre dernier à l'unanimité par la représentation nationale qui y a apporté cependant quelques amendements. Voici la réaction de quelques acteurs politiques extraits parlementaires sur les nouvelles lois votées. Ces modifications, tout ce cirque-là participe de la ruse dont le régime s'est toujours servi pour se maintenir. On donne l'impression qu'on accepte la démocratie, qu'on est en train de construire un État démocratique, alors qu'on sait très bien qu'on n'adhère pas à cet idéal démocratique. La DMK, fondamentalement, n'est pas contre des discussions. Mais nous disons, il est temps, après presque une trentaine de dialogues que nous avons eus, il est temps, si on doit discuter, d'aborder les vrais problèmes. Ce sont des illusions. Tenez, la réforme de la loi sur les manifestations. Vous pensez que avec ce qui a été décidé, où
On dit maintenant, ok, on ne vous trace plus des itinéraires que vous êtes forcés de prendre. On va faire comme par le passé là. Choisissez vos itinéraires. Mais attention, l'autorité se réserve le droit de refuser des itinéraires. Où on dit, vous allez pouvoir manifester, mais ce qu'on va faire, on va faire en sorte que ça ne dérange pas ceux qui vont travailler. Que ce soit après 8 heures ou avant 17 heures. La loi Bojona déjà posait problème, mais au moins il y avait le minimum. Mais ça posait problème dans l'application que le régime en faisait. Donc tout ça n'est que du leurre. Et le régime sait très bien que les Togolais sont devenus matures et ne se laisseront plus tromper. En ce qui concerne les manifestations, la loi en vigueur depuis 2011 a été modifiée en 2019 au lendemain des grandes manifestations de 2017 et de 2018. Donc, cette loi qui avait été modifiée, les rapporteurs du Conseil des droits de l'homme de l'ONU avaient demandé sa relecture parce que ces rapporteurs considéraient que cette loi était une loi qui restreignait les libertés d'expression, de réunion et même la liberté d'association. Et aujourd'hui, en 2021, la nouvelle modification qui a été faite, eh bien, ça renforce encore la privation de liberté. Simplement, il faut remarquer que la loi précédente était sous le régime de la déclaration pour faire des manifestations. Aujourd'hui, avec ce qui vient d'être voté, c'est un recul pur et net parce que on passe maintenant sous le régime de l'autorisation par le ministre de l'administration territoriale. On ne peut pas prétendre être dans une démocratie et les acquis démocratiques qui ont été le fruit de la lutte menée depuis le 5 octobre 1990, eh bien, le fruit de cette lutte-là, le régime le démantèle complètement les uns après les autres. Aujourd'hui, la liberté est complètement confisquée. Avant, on manifestait jusqu'à 22 heures. Et puis, ce qui est important, c'est ce qu'ils ont glissé dans ce texte où ils ont dit que le ministre a aujourd'hui les prérogatives de donner des instructions aux organisateurs des manifestations. Ça veut dire que nous sommes passés sous le régime de l'autorisation, purement et simplement. Nous étions en train de parler de les nouvelles lois, les lois donc sur les manifestations publiques, le code électoral, ainsi que sur la décentralisation et les libertés locales qui ont été votées le vendredi dernier à l'Assemblée nationale. Ainsi donc, les conclusions de la CENAP sont en train d'être traduites sous forme de loi, mais seulement quand l'on soit du côté, on ne voit pas les choses de la même façon. Que l'on soit à l'Assemblée nationale ou bien qu'on soit en dehors de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, Fabrice? Oui, bien sûr. Et puis, quand j'ai écouté votre Vox Pop qui reprenait l'intervention de certains leaders, c'est un peu dommage parce que, bon, aujourd'hui, ceux qui, quand même, disaient un mot sur cette loi, il faut reconnaître que tout le monde n'était pas là au préalable lorsqu'il y avait quand même des discussions au niveau du cadre de concertation et autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, c'est déjà fait, c'est voté. Mais ce qui est sûr, généralement, il tient compte de certaines réalités. On avait ce qu'on appelait la loi Bojona, qui peut être cadrée avec les circonstances du moment. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont été modifiées. Ça ne plaît pas à tout le monde, c'est normal. Les points de vue des uns et des autres sur un texte qui a été voté par l'Assemblée nationale. Mais il faut reconnaître aussi que l'aspect lié au fait qu'il faudra accorder la liberté de manifestation aux gens est un élément fondamental pour la démocratie. Mais au même moment, la question aussi de permettre à ceux qui veulent vaquer à leur occupation de pouvoir le faire aussi est fondamental, puisque quand on prend le concept de liberté, il y a quand même une tendance qui estime que votre liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Je crois que c'est cette combinaison-là qu'il faut réussir à faire pour que ceux qui veulent manifester, manifestent, et ceux qui veulent également vaquer à leur occupation puissent exactement le faire. Parce qu'on a vu quand même des situations où il y a des organisateurs de manifestations qui avaient de bonnes intentions, qui voulaient manifester, mais qui n'ont pas réussi à encadrer certains débordements où des citoyens ont payé cher par rapport à leurs biens et autres. Je crois qu'on est en démocratie et la manifestation
fait partie des ingrédients de la démocratie et il faudra tout faire pour préserver cela en toutes circonstances et à tout moment. Oui, Jacques. Vous savez, quoi qu'on dise, Agbo, quelque part, la politique de la chaise vide crée également un vide quelque part. Vous vous rappelez que c'était suicidaire au niveau des partis politiques de ne pas aller à ces élections législatives. Tout le monde s'attendait à ce qu'on puisse vivre également des moments difficiles au sein de ces partis politiques. Parce que vous ne pouvez pas être hors de l'hémicycle pour pouvoir revendiquer quoi que ce soit. Il faut être au sein de l'hémicycle. C'est vrai que dans la structure du Parlement, de l'Assemblée nationale passée, ils n'étaient pas nombreux, mais ils avaient quand même une minorité pour le blocage sur certains tests. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus. Mais il faut qu'ils se disent, mais ils sont en train que de payer le prix du fait qu'ils ne puissent pas participer à ces élections. Et l'autre aspect, quand ce dialogue-là a été convoqué par le ministre de l'administration territoriale, certains ont boycotté également ces rencontres-là. Et d'autres sont allés vers la fin, d'autres sont encore sortis pour dire non, qu'ils ne sont pas d'accord par rapport aux conclusions de ce dialogue-là. Donc c'est pour vous dire que au Togo, nous sommes dans un éternel recommencement. On fait un pas devant, on fait 5 pas en arrière, et finalement, on ne sait plus ce qu'on veut. Hein. Les populations ne se retrouvent plus par rapport à la situation politique au Togo. Et cela crée effectivement des frustrations, et cela fait qu'aujourd'hui, les Togolais ne sont même plus intéressés de la chose politique. Aujourd'hui, quand vous appelez les Togolais à une mobilisation, à une marche, les gens ne répondent pas. Parce que les gens se sont fatigués. Les Togolais se sont beaucoup donné dans ce pays par rapport aux marches, par rapport aux revendications. Mais à la fin, on voit que il n'y a rien de concret. Il y a toujours ces querelles internes entre les leaders des partis politiques. Ils ne s'entendent pas, ils ne s'accordent pas sur certains sujets. Avant d'aller par exemple à ce dialogue, Agbo, moi je serais à leur place. On devait faire ne serait-ce qu'une petite réunion entre acteurs des partis politiques et se dire qu'est-ce qu'il faut harmoniser entre nous avant d'aller à ce dialogue. Chacun allait, pour ce qui le concerne, aller défendre la ligne de son parti. Au lieu de défendre effectivement les populations, mais les gens sont allés défendre la ligne de leur parti. Et vous allez remarquer qu'à la fin de ce dialogue, chaque parti a organisé une conférence de presse pour dire non, moi j'ai dit ceci, tel dit non, c'est pas ça. Et finalement, qu'est-ce que les Togolais retiennent? Rien. Moi, je crois qu'il faudrait aujourd'hui, moi je reviens toujours à cet appel, il faudrait qu'ils s'asseyent, c'est l'idée des partis politiques. S'ils veulent effectivement aller loin, il faut qu'ils essaient d'enterrer cette haine-là, cette guéguerre qui existe entre eux. S'ils n'enterrent pas cela, ils ne pourront pas du tout avancer. Et c'est ce que nous sommes en train d'assister. Aujourd'hui, ils parlent des marches, qu'on essaie de les interdire de manifester sur certains axes de nos routes et également des heures déterminées par rapport à ces marches. C'est vrai, mais c'est des choses qu'il faut débattre, il faut argumenter. Vous n'étiez pas là pour argumenter, vous n'étiez pas là pour débattre. Mais ceux qui sont là, ils l'ont fait, et l'Assemblée nationale, ils sont majoritaires là-bas. Qu'est-ce que vous voulez? Au fait, c'est ça aussi. Donc, ils n'ont qu'à repenser à la chose politique, repenser également à leur gestion future, effectivement, de certains événements, pour se dire que aujourd'hui, la chose politique est en train de les échapper. Ça, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, le Togolais ne se retrouve plus au niveau de ses leaders. Le Togolais n'a plus de repères avec ces leaders politiques, que nous avons. Mais donc, ils ont toujours les militants avec eux quand même. Hein. Oui, mais combien de militants à Agbo? On a appelé des marches dans ce pays, nous avons vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on nous parle de la marche noire chaque vendredi. Les femmes doivent porter du noir pour manifester leur mécontentement. Combien de femmes portent effectivement cette t-shirt noire-là? Donc c'est pour vous dire, repensons une fois encore à la chose. Il n'est pas tard de s'asseoir pour mieux faire. S'asseoir pour se dire, là où nous avons fauté, là où nous allons également démarrer. Parce que je ne vois pas comment un parti politique dans un pays, Agbo, puisse boycotter une élection législative. Parce que vous savez que c'est là-bas que toutes les décisions se prennent. Vous boycottez
Mais après, on prend les décisions, mais vous ne serez que là pour contester. Moi, je crois qu'ils n'ont qu'à repenser une fois encore la chose politique. Ils n'ont qu'à revenir sur de meilleurs chantiers et se dire que nous allons prendre un nouveau départ. Le vote des 3 lois a été commenté par certains confrères, dont le libéral de Fabrice Pechesi. Après avoir parcouru ces publications, voici de façon sommaire ce que nous avons retenu pour les auditrices et auditeurs de Rétro 7. La représentation nationale approuve 3 projets de loi portant leur modification, lit-on à la une de Togo Matin. Après avoir analysé les lois votées, Liberté conclut que le régime de Faure Gnassingbé ne fait aucune concession. Pour le libéral, les nouvelles lois ont pour objectif de renforcer la démocratie. C'est ce même regard que Ouattara les vainqueurs porte sur les lois en question. Ouattara les vainqueurs qui estiment que celles-ci ont pour vocation, d'améliorer la gouvernance démocratique. Faisant preuve de pédagogie, le messager a choisi de s'appesantir sur ce site ce qui a changé. Même exercice avec le Magna Libéré qui a mis en relief dans ses colonnes les innovations introduites dans le code électoral. Enfin, la lanterne relève le fait que l'on parle de l'autorisation des manifestations sans la levée de l'interdiction de manifester de plus de 15 personnes. Et le confrère de s'indigner en ces termes, quelle comédie. Enfin, dernière parution, le changement dit une avancée pour unir. Donc voilà l'analyse du journal Le Changement, une avancée pour unir et ses affidés, un leurre et un courroux pour l'opposition. Alors le code électoral est déjà voté, mais nous allons juste faire l'exercice intellectuel, Fabrice Pechesi. Il y a certains qui proposent que la présidence de la CENI soit confiée à un religieux, un chrétien ou musulman. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que toutes les questions, ça ne va pas se jouer sur l'étiquette qu'on collerait. Pourquoi pas un journaliste? Ça va pas se jouer sur l'étiquette qu'on collerait à tel ou tel. Hein. Tout est question de la personnalité de celui qui peut diriger cette CENI. On avait confié la conférence nationale souveraine à un religieux. À la fin, tout le monde n'était pas satisfait. Donc, cela voudrait tout simplement dire que celui qui doit diriger la CENI peut venir de partout. Il suffit simplement de faire preuve de personnalité, d'être au-dessus de la mêlée pour faire les choses comme il se doit. Donc, pour moi, ce n'est pas l'étiquette de celui qui vient qui intéresse, mais c'est la personnalité de l'individu. Il faut incarner son poste. Oui. Jacques, un mot rapidement. Je crois que quand vous prenez ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, où on dit c'est les religieux qui doivent choisir le président de la CENI. Ça a toujours été le cas, mais ça n'a jamais marché. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas le choix de la personnalité, mais c'est la volonté politique. Si à la volonté politique, on peut prendre des médecins, ça va marcher, même un mécanicien. Qu'on met là-bas, je vous dis que ça va marcher. Tant qu'on n'a pas la volonté politique, c'est là effectivement que les problèmes se posent. Si on a une volonté politique, les choses vont marcher. Je crois que même en mettant un religieux là-bas, s'il n'y a pas la volonté politique, je vous dis que le religieux ne fera rien. Il faut avoir du caractère de la personnalité. Justement, donc je crois que tout dépend de ce que les gens veulent. Parce que, vous savez, quoi qu'on dise, les politiques, il faut faire très attention avec eux. Chacun a un agenda caché. Et le président qui sera là-bas, même si c'est un religieux, tel parti va vouloir qu'il soit de son côté, l'autre aussi. Donc il faut que celui qu'on met là-bas ait de la personnalité et la poigne pour pouvoir résister effectivement à tous les courants politiques. Nous passons à la lutte contre la Covid-19. La coordination nationale de la gestion de la riposte a annoncé cette semaine une baisse des chiffres des contaminations et des décès dus à la Covid-19. Faisant écho à cette nouvelle donne chronique de la semaine écrit, je cite, « Malgré les polémiques, les résultats sont déjà très encourageants. » Fin de citation. Alors peut-on dire que la décrue constatée est la conséquence de la fermeture des lieux de culte et de quelques bars, Fabrice? Peut-être ou pas. Mais moi, ce que je voudrais dire à ce niveau, moi je souhaiterais plutôt qu'on vive plus ou moins normalement avec toutes les activités et constater la diminution au niveau des contaminations. Parce que s'il faut fermer tout pour espérer une baisse au niveau de la contamination, je pense qu'on veut régler un problème en créant d'autres quelque part. Et donc pour moi, et je crois que certains pays sont parvenus à ça,
On insiste sur les mesures barrières, tout le monde sait que le mal est là, il faut l'éviter, mais on prend les dispositions. La vie se poursuit plus ou moins normalement, mais on peut, avec cette vie normale également, que ce soit au niveau des lieux de culte, au niveau des bars et tout cela, on prend les dispositions. On peut quand même parvenir à cette diminution dont on parle. Oui, Jacques. Non, je crois que comme il a dit, vous voyez, au fait, quel bilan... Les gens font le lien entre la décrue et la fermeture des lieux de culte. Quel bilan on avait fait avant la fermeture et quel bilan maintenant à l'ouverture? Je crois que s'il faut effectivement déterminer le décrue de la contamination, il fallait d'abord faire peut-être les analyses au niveau des églises. Le taux de contamination dans ces églises avant de les fermer et après l'ouverture. En fait, c'est ça. Je crois qu'aujourd'hui, même quand vous parlez de l'ouverture, c'est pas l'ouverture des lieux de culte, c'est pas une ouverture totale, c'est encore une ouverture partielle. C'est-à-dire que des églises qui sont restées fermées pendant 2 ans resteront toujours fermées. Donc c'est pour vous dire que, comme Fabrice l'a dit, il fallait peut-être laisser les gens continuer. Et le communiqué du gouvernement hier, parlant de l'ouverture, il a été question qu'ils vont mettre les agents de vaccination à proximité de ces lieux de culte et des bars pour pouvoir vacciner les gens. Mais si d'autres restent encore fermés, d'autres églises restent fermées, et vous, par exemple, vous vaccinez les autres, à un moment donné, vous décidez encore d'ouvrir les églises fermées. Vous voyez cela, ce que peut donner. Donc je crois que laisser les gens exercer librement leurs activités et sensibiliser les gens à pouvoir respecter les mesures barrières. Et moi, je l'ai dit toujours, là où on respecte plus les mesures barrières, c'est au sein des églises. Ça, tout le monde peut faire l'enquête. Vous verrez que le respect, effectivement, de ces mesures barrières-là, c'est au sein de ces églises. Donc, je crois que, parlant de ce décrue, qu'on mette ça à l'actif, peut-être, de la fermeture des églises, moi, je ne crois pas. Bien. Dernière partie de cette émission, l'actualité internationale de la semaine, dont certains des faits nous sont rappelés par Anani Vidjrakou. Le sommet Afrique-France s'est tenu ce vendredi à Montpellier, en France. On prépare entrepreneurs, représentants des sociétés civiles, acteurs de la culture, du sport, etc. Innovation. Aucun chef d'État africain n'a été convié à ce sommet. Benoît Verdeau, secrétaire général du sommet de Montpellier. C'est pour la première fois un sommet Afrique-France sans chef d'État. Alors ça déboussole un petit peu. L'objet précisément de ce sommet, ça va être de créer un moment de dialogue riche entre sociétés civiles africaines et françaises. Voilà, c'est un sommet d'une forme assez nouvelle. C'est assez inédit. Et ne serait-ce que le fait de rassembler effectivement des sociétés civiles ou les forces vives ou des forces vives africaines et françaises pour débattre de la relation entre la France et le continent ou le continent et la France. Affaire de Pandora Papers, le consortium international des journalistes d'investigation ICIJ a révélé avoir découvert que 336 responsables politiques dans le monde auraient dissimulé des fonds dans des sociétés offshore et des paradis fiscaux afin d'échapper aux impôts. Parmi les personnes incriminées, 44 sont des Africains, dont les présidents Ali Bongo du Gabon, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Uhuru Kenyatta du Kenya et le Premier ministre ivoirien Patrick Achi. Crise diplomatique entre Alger et Paris alors que la tension monte entre la France et l'Algérie depuis plusieurs jours. Emmanuel Macron, le président français, a plaidé mardi pour l'apaisement. Il dit avoir le plus grand respect pour le peuple algérien et a appelé au dialogue. Emmanuel Macron. Ce qui se passe aujourd'hui est une crispation qui est la réplique de ce que nous avions connu au printemps 2020. Je rappelle, l'Algérie avait déjà rappelé son ambassadeur suite à un reportage. Donc moi j'ai le plus grand respect pour le peuple algérien et j'entretiens des relations vraiment cordiales avec le président Tebboune. Après nous avons enclenché un travail. Et donc on se dit des choses qui ne sont pas agréables pour nous-mêmes. Et donc nous devons continuer de cheminer. Donc mon souhait c'est qu'il y ait un apaisement, parce que je pense que c'est mieux de se parler, d'avancer. Il y a sans doute des désaccords. Et je pense que simplement nous avons trop de nos compatriotes dont l'histoire est mêlée à l'Algérie pour faire comme si de rien n'était. Ces propos ont fait réagir le Premier ministre algérien Aymen Ben Abderrahmane qui a encore vanté les mérites de son pays, l'Algérie.
l'Algérie. Pour rappel, dans cette crise, les autorités algériennes ont rappelé leur ambassadeur à Paris pour consultation et interdit aux avions militaires français le survol du territoire algérien. Nouvel épisode de la crise entre la France et le Mali. Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, a convoqué mardi l'ambassadeur de France à Bamako, ceci à la suite des propos tenus par Emmanuel Macron au sujet des autorités maliennes. Abdoulaye Diop a dénoncé des propos inamicaux et désobligeants de nature à nuire aux relations entre le Mali et la France. Il a appelé de ce fait la France à éviter les jugements de valeur et à se concentrer sur l'essentiel qui est la lutte contre le terrorisme au Sahel. Jeudi, le Premier ministre malien en visite à Genève a tenté d'apaiser cette tension entre son pays et la France. Choguel Maïga, Premier ministre malien. Le Mali et la France constituent un vieux couple. Il y a par moments des scènes de ménage qui peuvent venir de l'un ou de l'autre membre du couple, mais je ne crois pas que ça va aboutir au divorce. Pour l'instant, les uns sont énervés, ils disent beaucoup de choses sous le coup de l'énervement. Je pense qu'il y a beaucoup de perte de sang-froid et d'analyse apaisée, objective de la situation. Au Mali, il n'y a pas de sentiment anti-français, je le dis haut et fort. Trop de choses lient le Mali à la France. Les Guinéens connaissent depuis mercredi le nom de leur nouveau Premier ministre. Mohamed Beavogui est son nom. Le nouveau Premier ministre Mohamed Beavogui, âgé de 68 ans, est très peu connu des Guinéens. Il avait occupé de hautes fonctions au sein de l'ONU, notamment à la FIDA et FAO en Italie avant sa nomination. Il a désormais la tâche de mettre en application la charte de la transition avec pour rôle principal de diriger, coordonner et animer l'action gouvernementale. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a été investi lundi à Addis Abeba pour un nouveau mandat de 5 ans. Vainqueur officiel des élections législatives de juin dernier, le lauréat du prix Nobel de la paix entame une seconde mandature sous les critiques internationales pour sa gestion de la crise au Tigré. Autre investiture, cette fois au Tchad, où les membres du Conseil national de la transition ont été installés à N'Djamena lundi, en lieu et place de l'Assemblée nationale élue en 2011 et dissoute par la junte au pouvoir. Le sommet France-Afrique, la grande messe qui réunissait le président français et ses homologues africains, s'est tenue hier à Montpellier en France sans les chefs d'État africains. Ainsi en a décidé Emmanuel Macron et c'est la première fois depuis 1973 qu'aucun chef d'État africain n'a été invité à ces retrouvailles. Ce sont les représentants des sociétés civiles qui étaient conviés à cette rencontre. N'est-ce pas un camouflet pour les chefs d'État africains? Est-ce qu'on ne peut pas interpréter ça comme un camouflet pour les chefs d'État africains? Ils n'ont même pas été consultés. Bon, on en a annoncé seulement que voilà, vous ne venez pas, ce sont les sociétés civiles. Non, moi je crois que le camouflet ne date pas d'aujourd'hui. Pour moi, ça a toujours été un camouflet la France-Afrique. C'est-à-dire que cet événement qu'on organise où un pays invite tout un continent pour aller échanger. C'est un événement, moi, personnellement, qui m'a toujours choqué, désolé. Et donc, aujourd'hui, que ce soit la société civile, pour moi, rien ne change. La France est libre de discuter avec qui elle veut. Mais c'est cette manière d'inviter tout un continent pour dire, venez, on va échanger. Bon, moi, j'attends vraiment pas grand-chose parce que particulièrement l'Afrique francophone, ça a toujours été des discours, des envolées lyriques. Les jeunes, tout ce qu'on peut retenir, ils parlent bien français. Ils ont maîtrisé la langue du colon. Ils l'ont bien exprimé à Montpellier. Et ce n'est pas différent des pères de l'indépendance des années 60. Je vous convie à la littérature au lendemain des indépendances. Il y avait déjà de ces critiques vis-à-vis de la France, mais 60 ans après, toujours rien. On n'a que le discours toujours. On parle, mais pas d'action concrète. Et j'ai bien peur qu'après cette rencontre qu'on qualifie d'innovante, dans 50 ans, nos enfants soient toujours là à ne faire que de belles phrases en français pour parler de rupture. Sarkozy en a parlé, rupture. Hollande aussi en a parlé, Chirac, tout le monde parle de rupture. Moi, je crois qu'à chaque circonstance, la France trouve l'occasion de repositionner ses pions autrement. Parce que ce qu'il faut, il y a une constance. Dans cette relation entre la France et l'Afrique, la France ne vient pas pour les beaux yeux de l'Afrique, elle a un intérêt.
Et donc, aussi longtemps qu'elle cherchera à préserver cet intérêt-là, c'est une illusion de penser qu'elle va décider un jour, oui, ne collaborez pas avec les dictateurs. Ils ne collaborent pas avec les dictateurs pour leurs beaux yeux, parce qu'ils ont un intérêt. Donc, pour moi, si vraiment on ne fait pas quelque chose à notre niveau pour régler ce problème, et on attend que celui qui est en train de nous spolier, que ce soit lui qui nous apporte la solution. Moi je crois qu'on a encore beaucoup d'années devant nous pour se sortir de l'auberge. Oui, Jacques, qu'est-ce qui peut se cacher derrière cette invitation des jeunes de la société civile? Qu'est-ce qui peut se cacher derrière cette Non, je crois que vous vous rappelez du discours de Jacques Chirac qui disait que la France n'a pas d'amis, mais c'est des intérêts. Oui, De Gaulle. De Gaulle, autant pour moi. Vous rappelez. Donc c'est pour vous dire que vous savez, aujourd'hui, la France a perdu la face au niveau de l'Afrique. Donc vous voyez que l'émergence aujourd'hui, c'est les jeunes. Donc il faut utiliser effectivement ces jeunes-là pour que ces jeunes constituent également des caisses résonantes encore au niveau de la France. Parce que Macron s'est dit, les chefs d'État, certains sont contestés aujourd'hui dans leur pays. Il faut choisir effectivement ces jeunes-là pour pouvoir faire passer ne serait-ce qu'un message, le message de dire que oui, j'entends ce qui se passe dans vos pays, je vais vous aider à régler le problème, mais en dessous, lui, il est là, il pille nos intérêts. Ah, mais c'est ça. C'est juste un exercice de communication. C'est tout. Donc je crois qu'il n'y a rien dans cette histoire. Ce qui s'est passé hier à Montpellier, les jeunes sont allés, comme Fabrice l'a dit, bon, chacun s'est exprimé, mais ça s'arrête là. Yeah. Les décisions qu'ils ont prises là-bas, quel jeune peut revenir pour appliquer, imposer à un chef d'État. En fait, c'est ça. Alors, je ne sais pas à quoi s'attendait le président français, mais il n'a pas été ménagé par les jeunes africains qui ont dénoncé au cours d'un échange le colonialisme, l'arrogance, le paternalisme et que sais-je encore de la France. Je vous propose d'écouter les propos d'une jeune burkinabé qui a marqué les esprits. S'il s'agit de parler des imaginaires et de ces concepts incompatibles à la réalité de nos peuples, il faudra surtout parler du vocabulaire dépassé, inadapté, dévalorisant, qui réside encore dans vos discours et dans celui de vos institutions lorsque vous vous adressez à l'Afrique ou lorsque vous levez des fonds pour aider l'Afrique. Parmi ces expressions, il y en a une qui retient mon attention tout le temps et qui par fini me dérange. L'aide au développement. Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité, parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devriez le savoir. Le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. On veut des partenariats qui soient clairs, qui soient transparents, où nous aussi on peut parler, on a notre mot à dire, on peut aussi agir, et on peut mettre aussi de l'intellect et des ressources financières sur la table de la discussion. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises, elle est sale de corruption, elle est sale de non-transparence, elle est sale de vocabulaire dévalorisant, elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer par des actions concrètes. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas, l'Afrique ne mangera plus, le repas sera prêt, vous serez le seul à table avec un appétit difficile. Une réaction à ces propos de cette jeune burkinabé, Jacques, pour conclure cette émission, on n'a plus le temps d'aller plus loin. Non, elle a bien assimilé la leçon. Vous savez, c'est des choses, ils ont dû répéter tout ça, ils sont allés devant Macron, ils l'ont exprimé. Elle a parlé tout à l'heure de l'aide au développement. Mais quand vous prenez un peu les pays, il y a toujours l'AFD qui est là. Elle a dit l'aide qui n'aide pas à se débarrasser de l'aide. Oui, mais écoutez, quand vous prenez la plupart des pays africains aujourd'hui, vous prenez même le Togo, vous prenez le Burkina, un peu partout, il y a toujours les instructeurs militaires français qui sont toujours là, qui instruisent toujours nos militaires de comment faut-il procéder. Elle veut quoi? Je ne pense pas que du jour au lendemain,
la France va essayer de revoir effectivement cette aide-là. Ils peuvent revoir, mais ils pourront également contourner une fois encore l'aide-là au niveau des pays africains. La preuve, il a annoncé qu'il y aura un soutien par rapport à la démocratie aux pays africains. Et combien il a annoncé? C'est combien d'euros il veut verser par rapport à ça? 30 millions d'euros, c'est rien du tout par rapport à ce qu'ils viennent spolier dans nos pays. Donc je crois que vraiment les enfants, les jeunes l'ont bien assimilé la leçon. J'ai appris qu'ils ont eu le temps de pouvoir répéter. Hier, ils se sont retrouvés. Non, le discours, il était tout simplement beau. La rhétorique, la langue française est très belle. On l'a constaté une fois encore. Elle est très assimilée par les Africains. Mais bon, au-delà de tout, oui, mais ce qu'elle dit, c'est quand même pertinent. Oui, mais c'est quand même pertinent. C'est la même France qui lui a payé le billet d'avion. Elle est allée. C'est la même France qui l'a hébergée. Elle reviendra avec la période. Aussi faut-il que tous reviennent, parce que c'est là où aussi tout le monde clame l'Afrique. L'Afrique, mais qu'est-ce qu'on fait dans l'action concrètement? C'est un peu cela. Ce discours-là, elle a cité Thomas Sankara, ça voudrait dire qu'il ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, c'est pour cela, moi je dis, l'Afrique francophone a cette particularité. Je ne sais pas si c'est la langue que le colonisateur nous a imposée, on parle beaucoup, mais on ne fait vraiment pas grand-chose dans l'action. Bien. Point final à Rétro 7 de ce samedi. Je remercie Jacques Diakouti, directeur des programmes de Radio Évangile, et Fabrice Tedjezi, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Libéral, qui nous ont enrichi ce matin de leur analyse. Hervé Essai, Anani Vidirakou, Aïté Messin et moi-même de là à Go. Remercions les auditrices et auditeurs de Radio Victoire pour leur fidélité et leur donnons rendez-vous samedi prochain si Dieu le veut. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.